Bonjour à tous et bienvenue au webinaire présenté par ICPF et Training Orchestra sur les solutions de gestion de votre organisme. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je vais vous présenter les 5 gestes succès pour un webinaire réussi. Le premier geste serait de couper vos téléphones, également vos micros, de ne pas discuter pendant la présentation. En revanche, vous pouvez intervenir via le chat et poser des questions tout au long de la présentation. Aujourd'hui, nous avons 2 intervenants, François et Antoine, que je vais laisser se présenter. Je passe la parole à Antoine. Bonjour à tous, donc Antoine Lorne, je suis directeur qualité et satisfaction client chez Training Orchestra. Donc j'interviens depuis plus de 10 ans sur cette thématique et l'accompagnement de nos clients, organismes de formation, et je détaillerai tout à l'heure auprès de qui nous intervenons. J'ai également en charge la gestion des partenariats, ce qui me donne le plaisir d'échanger avec des gens extrêmement sympathiques comme François et l'ensemble de l'équipe de l'ICPF. Merci Antoine. Alors, François Galinou, président d'ICPF. Les 2 mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Depuis 2005, où je suis rentré comme secrétaire général à ICPF. Je fais également partie des commissions AFNOR et ISO en formation professionnelle. Et je suis entrepreneur depuis 1990 dans le conseil, l'informatique et la formation. Et depuis 2013, je me consacre exclusivement à ICPF. Et je suis très content de faire ce webinaire avec Antoine Lorne. On se côtoie depuis au moins 8 ans. Voilà. Et, on est très complémentaires, notamment sur l'après-certification, comme j'en ai vécu beaucoup des phases d'après-certification. À chaque fois, les clients qui sont certifiés, le projet qui émerge le plus rapidement après la certification qualité, c'est la digitalisation. Et c'est là que j'appelle Antoine. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, je vais passer à la… Tu voulais dire quelque chose, Antoine? Non, vas-y. Voilà, c'est exactement la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Je vais passer à la présentation du plan. Alors, l'idée de ces webinaires, c'est que chacun présente sa vision et son offre, qu'on échange entre professionnels dans le concret. Donc nous, on va faire, certains d'entre vous sont certifiés chez nous depuis longtemps, donc on va faire une présentation d'ICPF, qui est une entreprise qui évolue très rapidement. Donc on va mettre à jour votre vision de l'ICPF. Ensuite, je rendrai la parole à Antoine qui présentera son entreprise, Training Orchestra. Alors, à la demande de certains d'entre vous, on va faire un point sur Calliope et notamment vous donner une vision de ce que vous pouvez faire après en termes de qualité et ce qui sans doute nous attend pour la prochaine réforme. Voilà. Après, Antoine va, sur un point 4, reprendre et vous préciser les tendances du marché, les solutions de gestion qui existent, les principales fonctionnalités de son applicatif et on conclura et ensuite on traitera donc vos questions. Cela devrait nous emmener vers 15h15. On débordera peut-être jusqu'à 15h30, mais l'idée est de finir à 15h15. Posez vos questions au fur et à mesure, on les voit passer, donc ça nous permet de préciser en temps réel les sujets que vous voulez voir approfondir. Et ben, je vous souhaite un bon webinaire. Et donc, je vais commencer par ICPF. Voilà. Donc, ICPF, on peut dire qu'on connaît l'expansion, c'est le rêve de tout entrepreneur que je suis en train de vivre. Donc là, sur cette photo qui date de septembre, on devait être 22-23. Alors maintenant, nous sommes 29. Romain va nous montrer le slide suivant avec quelques chiffres. Voilà, donc c'est 29 collaborateurs. On a 10 auditeurs salariés, bientôt 12, une quarantaine de sous-traitants en plus. On délivre des certifications pour
les professionnels de la formation depuis 25 ans. On est le spécialiste du secteur de la formation. De 2013 à 2020, on a connu une croissance de 2000% et on multiplie notre chiffre d'affaires par 2 et sans doute un peu plus de 2020 à 2021. Alors, c'est dû d'une part à nos certifiés pro et CNEFOP, donc qui sont plus de 1500, et d'autre part à l'accréditation COFRAC, qui nous permet de délivrer Calliope, où on a une très forte demande, et vous avez les chiffres à date du nombre de certifiés qu'on peut avoir. Slide suivant. Alors, on a 4 points sur le marché de la certification qui nous différencient. Il y a un problème de son. Donc, je vous demande, Antoine et Hortense, fermez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a une perturbation. Voilà. Alors, le premier, c'est le focus sur les professionnels de la formation et du conseil. On est focus sur ces professionnels-là et ça nous aide beaucoup parce que c'est des professionnels qui sont exigeants et ça nous demande beaucoup pour s'adapter à cette demande, sachant que c'est des personnes physiques, fortes personnalités, comme vous tous. Et donc, ça nous fait progresser. Le deuxième, c'est la compétence technique. On est un des rares certificateurs à avoir une stratégie d'embauche d'auditeurs salariés et d'experts, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 14 experts de la qualité de la formation. J'ai ouvert le chemin parce que je me suis spécialisé sur la qualité de la formation et aujourd'hui, j'ai 12 collaborateurs qui font des audits et ou qui managent des revues et ça fait un potentiel technique important. Et pour vous, vous êtes professionnel de l'information, vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a une grosse différence entre avoir un formateur salarié qui est dans l'entreprise et un formateur sous-traitant qui intervient à la demande. Le troisième facteur de différenciation, c'est la proximité territoriale, c'est-à-dire qu'on s'est organisé pour avoir un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. Et enfin, at least but not last, la plateforme Noé qui est unique, donc qui est un service pour vous entièrement digitalisé qui vous permet de nous trouver, faire votre demande, recevoir une proposition, signer votre contrat, payer, préparer votre audit, recevoir, voir l'auditeur saisir en temps réel le rapport, le récupérer sur la plateforme et aussi récupérer votre certificat. Et là, vous avez un compte et donc toutes les actions de gestion de votre certification se font sur cette plateforme. C'est unique et c'est très important puisque ça nous permet une grande vélocité et une grande précision. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Alors côté Training Orchestra, c'est une société française qui existe depuis, qui existe depuis pas loin de 20 ans. Et donc, nous sommes spécialisés sur les logiciels de gestion de la formation. Notre métier est d'apporter des solutions aux organismes de formation. C'est la majorité des personnes présentes aujourd'hui et ce qui est logique au vu de la thématique. On a également la capacité d'équiper des entreprises pour gérer le plan de formation, donc vos clients finalement, et qui vont pouvoir gérer également leur activité formation à travers Training Orchestra. Société française, mais qui a réussi son expansion à l'international. Nous avons aujourd'hui une filiale aux États-Unis, une filiale au Canada depuis le mois de novembre dernier, des bureaux également au Royaume-Uni et donc des clients un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est près de 600 clients et près de 6 milliards d'euros de budget formation qui sont gérés à travers nos solutions. Quand on additionne le chiffre d'affaires de nos clients organismes de formation avec les budgets formation de nos clients entreprises, ça représente peu ou prou 6 milliards d'euros. Donc, ce qui fait aujourd'hui Training Orchestra une solution éprouvée et donc le leader mondial des solutions de gestion de la formation au global et en particulier auprès des organismes de formation. Cette position-là est évidemment validée par les analystes. Il y avait quelques icônes de prix que Training Orchestra a reçus, mais le plus important, c'est la considération et la reconnaissance de nos clients. Donc voilà un patchwork d'organismes de formation qui utilisent Training Orchestra. La solution s'adapte à tout type d'organismes de formation. Les organismes de formation indépendants, à but 100% commercial, vous
pouvez retrouver ici, par exemple, Kilotoa ou l'IFAGE ou encore le Cevora en Belgique, mais également des organismes de formation, et je sais qu'il y en a aujourd'hui qui sont présents, qui appartiennent à des grands groupes et qui vont former à l'externe. Donc des académies qui vont former leur réseau de distribution, qui vont former leurs clients. Donc on peut retrouver l'ESI, qui est l'école de formation de l'immobilier, qui est le centre de formation du réseau d'agents immobiliers de la FNAIM, ou alors l'académie KPMG. Donc la solution Training Orchestra va s'adapter à tous ces types d'organismes de formation, que l'on soit sur quelques centaines de stagiaires gérés à l'année, jusqu'à des grands groupes qui vont former plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000 stagiaires à l'année. C'est le cas des Mousquetaires, Intermarché, Bricomarché. Ils ont 9 organismes de formation pour gérer voilà, les 110 000 collaborateurs du groupe. J'ai indiqué sur la droite ici de la slide, justement, quelques clients entreprises de Training Orchestra qui gèrent leur plan de formation, leur plan de développement des compétences avec la solution. Vous retrouvez Castorama, vous retrouvez TF1 ou Barilla, donc qui sont des clients aussi sûrement pour certains d'entre vous. Et parmi ces clients, évidemment, certains qu'on a aussi accompagnés, mais j'y reviendrai tout au long de cette présentation, justement dans l'après Calliope, et même parfois avant, et donc sur lesquels on a travaillé. Je pensais à MK Formation, qui nous a demandé d'intervenir pour personnaliser certains éléments du logiciel Training Orchestra dans le cadre de leur démarche Calliope. Alors, du point de vue fonctionnel, à quoi Training Orchestra va répondre en matière de digitalisation? Parce que c'est bien l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Donc, les 4 grands éléments, c'est premièrement la digitalisation du cycle commercial. L'application permet de gérer toute la partie émission de devis, prise de commande, jusqu'à la facturation, avec également les échanges entre les équipes commerciales et un lien direct entre la partie commerciale et la planification. Donc, l'envoi des devis, par exemple, peut être envoyé directement depuis Training Orchestra, peut être digitalisé par ce biais-là. On verra d'autres moyens de digitaliser cette approche commerciale avec comme enjeu pour vous de récupérer peut-être plus facilement et plus rapidement les commandes de vos clients. Deuxième enjeu, quand on parle de digitalisation pour un organisme de formation, ça va être toute la partie administrative et le cœur de l'activité, la planification. Donc, on reviendra plus tard sur cette partie-là, vous montrer comment on vous aide à optimiser la planification, faire la bonne adéquation entre la session de formation et le besoin du client et les ressources, formateurs, animateurs, salles, matériel que vous allez mettre au regard du besoin du client. Donc, pour ça, il y a besoin d'un certain nombre d'outils digitaux, des plannings graphiques qui permettent d'optimiser, d'améliorer cette activité-là. Également, toutes les tâches administratives avec l'ensemble des documents obligatoires, conventions, attestations, convocations, tous ces éléments-là aussi peuvent faire l'objet de la digitalisation pour gagner du temps et fiabiliser aussi ces processus. Troisième élément, là, c'est comment vous connecter et faciliter les interactions avec l'écosystème. Donc, vous l'avez compris, Training Orchestra, c'est avant tout une solution pour l'organisme de formation, mais avec la possibilité d'ouvrir des portails pour vos formateurs, que ce soit vos formateurs internes ou votre réseau de formateurs externes, pour là encore faciliter les échanges, partager des documents en temps réel via la plateforme et donc digitaliser le processus amont et post-formation avec les formateurs. De la même manière, des portails peuvent être ouverts pour vos clients. Vous pouvez pousser votre catalogue sur un portail et permettre à vos clients de venir s'inscrire sur ce portail-là, sur vos offres de formation. Et puis, dernier point, évidemment, quand on parle de gestion de la formation en France, il y a tout le cadre réglementaire qu'on connaît tous très bien ici, où l'application vous permettra là de gérer tout ce qui va être habilitation et recyclage pour ceux qui traitent de ces typologies de formation dans leur catalogue, de suivre également tout ce qui est et d'émettre des factures directement aux financeurs s'il y a du tiers financement, d'éditer le bilan pédagogique et financier en fin d'exercice, et puis bien entendu, qui dit réglementaire, dit Calliope, et je reviendrai là aussi tout à l'heure sur ce qu'on a mis en place pour permettre à nos clients, l'objectif de Training Orchestra d'un logiciel, ce n'est pas de gérer Calliope pour vous, mais c'est de mettre à disposition des fonctionnalités qui vont vous permettre d'assurer ce suivi. Alors, merci Antoine pour cette présentation intéressante. Alors, parcourons ensemble Calliope en le situant maintenant comme si vous l'aviez
Alors parce que je crois que la majorité d'entre vous l'ont, mais il reste encore un grand nombre d'organismes de formation qui ne l'ont pas, environ 40 à 45 000. Alors nous avons Calliope s'adresse aux organismes de formation, aux centres de bilan de compétences, aux prestataires d'action de VAE et d'accompagnement à la VAE et aux centres d'apprentissage. Pour l'avoir, il faut avoir un numéro de déclaration d'activité et dans le fonctionnement, Calliope va devenir le NDA des 30 années qu'on vient de connaître pour les plus anciens, où un jour, un consultant, un organisme une boîte de conseil ou un centre de formation, on dit tiens, il y a possibilité d'obtenir des financements publics et pour ça, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir Calliope. Et là, cet organisme va aller vers Calliope comme ça, et c'est comme ça qu'il va y avoir entre 10 et 15 000 certifiés Calliope tous les ans, puisque c'est un secteur qui se renouvelle beaucoup. Et en France, on a choisi de permettre à certaines conditions à n'importe quelle entité de faire de la formation et d'être organisme de formation, ce qui est une stratégie qui est très différente par rapport à d'autres pays. Alors pourquoi faut-il avoir Calliope? Alors, je viens en réassurance. La première, c'est de faire Calliope avec ICPF, c'est d'aller vers un expert du secteur et surtout d'intégrer un réseau de 2000 certifiés. Et nous nous organisons pour que vous puissiez échanger ensemble, vous rencontrer et constituer des écosystèmes positifs, dynamiques, qui permettent d'avancer. Le cinquième, qui est souvent pas perçu par les clients et qui est perçu après, c'est que pour un manager, Calliope, c'est un formidable outil de management. D'abord parce que ça motive une équipe pour l'avoir, c'est un challenge. Et ensuite, que tous les 18 mois, vous avez un auditeur qui vient, qui fait un contrôle, qui vous remet un rapport, et ce rapport, vous pouvez vous en servir comme le dirigeant d'une société se sert du rapport du commissaire aux comptes ou de l'audit interne pour avancer. Le quatrième, c'est de pouvoir se positionner sur les appels d'offres. C'est-à-dire que c'est le pari du ministère du Travail, c'est de dire que même si Calliope ne permet d'accéder qu'au financement public, en France, ça va être un signe de qualité et les entreprises privées, pour leurs fonds privés, se tourneront vers les certifiés Calliope. Alors pour finir, qu'est-ce que c'est Calliope? Ça a été constitué par un groupe de travail sous l'égide du ministère et ça représente aujourd'hui les exigences des clients. Et ça, il faut bien comprendre que Calliope, c'est pas administratif, c'est pas né, c'est pas des fonctionnaires du ministère du Travail qui ont rédigé, c'est vraiment les parties prenantes les fédérations professionnelles, les financeurs, etc. C'est tous ceux qui, je dirais, ont un rôle moteur en France aujourd'hui, parce que rien ne se fait sans financement public en France depuis 40 ans. Ça permet à ceux qui l'ont de rassurer les clients qu'ils ont déjà sur leur capacité à faire des prestations de qualité. Et enfin, le troisième point, ça vous permet de demander le financement public de vos actions. Et pour ceux qui, je vois quelques questions là qui commencent, vous verrez que la question ne se pose pas. Si vous voulez faire de la formation de manière durable, il faut avoir Calliope. Alors maintenant, on va situer Calliope sur cet escalier de la qualité. Donc vous avez la première marche, c'est l'engagement. Je pense que c'est-à-dire que vous voulez mener une activité de formation, on vous a chargé dans votre groupe de mener une activité de formation. Donc la première marche aujourd'hui, c'est pour on l'apprend par la suite, mais au début on ne sait pas, tout le monde vous dit il faut que tu aies un agrément formation. Cet agrément formation n'est pas un agrément. Ça fait 40 ans qu'on essaye de se débarrasser de ce terme, on n'y arrive pas, c'est le fameux numéro de déclaration d'activité, sans quoi rien n'est possible. Ensuite, très rapidement, on vous parle d'autre chose aujourd'hui, depuis quelques années, on vous parle de Datadoc, qui est le
le mot-clé, le symbole de la réforme précédente qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un système Calliope. On entend déjà des critiques sur Calliope, mais Calliope n'est pas en vigueur. Ce qui est en vigueur aujourd'hui, c'est la réforme précédente de 2014, et qui est la pierre de touche, c'est Datadog, qui est le système de référencement des OPCO. Et l'équivalent pour Pôle emploi, c'est Kairos. Et après, chaque région a son système de référencement. Les 3 gros financeurs publics en France sont les régions, le Pôle emploi et les OPCO à travers Datadog. Ensuite, vous avez une 3e marche qui a marché de manière honorable, mais sans plus, qui est la certification CNEFOP, qui a concerné environ 7 à 8 000 organismes sur les 50 000 qui étaient sur Datadog. Aujourd'hui, Calliope, c'est l'équivalent d'une certification CNEFOP, c'est-à-dire que ça vous permet d'être référencé automatiquement sur Datadog. À partir du 1er janvier 2022, Datadog et les certifications CNEFOP disparaissent du paysage et la seule certification reconnue, c'est Calliope, c'est-à-dire c'est celle qui vous permet de demander des financements. Et tous les organismes de formation seront recensés sur une base de données qui va être mise en œuvre et les financeurs iront vous chercher votre organisme sur cette base de données et s'ils ne le trouvent pas, ils ne pourront pas vous accorder à votre client de financement. Ça permettra aussi, si vous avez une offre de formation qui mène à une certification accessible via le CPF, de faire des formations financées par le CPF. Donc ça, c'est la 3e marche. Et là, on a la possibilité d'inscrire, soit de déposer une certification, en être le propriétaire, vous devenez certificateur professionnel, soit de passer un accord avec un certificateur professionnel et là de faire financer votre formation qui mène à cette certification. Alors le futur et après les autres étapes sont la 4e et la 5e marche, et il y a d'ailleurs éventuellement une 6e marche que j'évoquerai. Sur quel axe peut-on travailler la qualité de vos formations, la qualité de vos services une fois que on a Calliope? Eh bien, l'axe, c'est les personnes physiques. C'est un élément essentiel de la qualité. C'est les personnes physiques, c'est-à-dire la compétence des intervenants. Ingénieurs, formateurs, animateurs de formation. Et donc là, aujourd'hui, ICPF est le seul à avoir une offre, c'est l'offre ICPF Pro. Et donc, il est possible dans la prochaine réforme qu'il y ait une forme de une certification de personnes qui soit rendue obligatoire. C'est le cas en Allemagne où vous avez un équivalent, depuis plus de 10 ans, hein, un équivalent de Calliope qui est pour les organismes et une certification de personnes. Il faut avoir les deux. La 5e marche, c'est l'ouverture vers l'international. Un des principaux défauts de Calliope, et c'est pas Antoine qui va nous dire le contraire, c'est que ça centre tous les organismes de formation français sur la France. Et qu'en fait, Calliope n'est pas reconnu à l'international et le système français de formation est tellement particulier que quand vous faites de la formation en France, eh ben vous pouvez pas, c'est pas la même organisation si vous voulez faire de la formation à l'international. Et ça touche toutes les grandes entreprises, notamment puisque très souvent, enfin moi j'en connais quelques-unes, et les grands groupes, ils ont une direction formation France, avec d'ailleurs un directeur des financements France, parce que c'est quand on est un grand groupe, on a beau vous dire qu'il n'y a pas de financement, ben, il y en a parce qu'il y a toujours un directeur qui fait que ça, d'aller chercher des financements, donc il doit en rester. Et puis, il y a une direction formation internationale qui s'occupe du reste du monde. Alors, il n'y a plus qu'à faire un Calliope pour Marseille et on aura le reste du monde, mais c'est comme ça. Et donc, vous avez des collaborateurs qui travaillent que sur la France, sur des groupes de 80, 100 000 personnes, hein, et des collaborateurs qui travaillent que à l'international. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mérite parce que parfois, nous on le voit, quand les directions formation France doivent aller expliquer au reste du monde pourquoi ça fonctionne comme ça en France et aller expliquer OPCO à un directeur formation américain ou en effet Calliope un directeur formation même au Royaume-Uni, c'est pas simple. Ah oui, c'est impossible. Enfin, l'expérience de normalisation à l'international que j'ai, hein, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est un OPCO, vous pouvez pas faire comprendre ce qu'est un OPCO à un Américain, c'est impossible. Et un Japonais ou un Chinois, c'est encore pire. Alors, c'est pour ça que là, il y a des certifications internationales
et notamment la certification ISO 21000 aujourd'hui, qui va rentrer dans sa première révision. Et cette certification permet de faire comprendre dans n'importe quel pays du monde ce qu'est un organisme de formation, qu'on est un organisme de formation. Donc là, c'est une voie aussi qui permettrait l'internationalisation et aussi le développement à l'international de vos activités. Voyez. Alors, maintenant, je vais vous aborder un autre axe qui est l'axe de la digitalisation, c'est-à-dire on est aujourd'hui un des pionniers de la certification qualité et vous utilisez la version 3 de Noé qui vous permet donc, comme je le disais tout à l'heure, de gérer votre demande, votre proposition, la contractualisation, l'élaboration de votre dossier, l'audit, l'émission du certificat, le suivi et le renouvellement. Donc ça, c'est une version sur laquelle on a aujourd'hui une équipe interne de plus de 8 personnes qui travaillent en permanence sur l'évolution de cette version. Ça devient un applicatif assez lourd. Et on prépare une version 4 qui va proposer 4 extensions que je vais vous décrire plus tard. Alors, Emzara et Naameh étant des noms des femmes de Noé. Alors, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans des documents annexes. Et Arche, donc vous voyez là aussi, il y a Arche, je ne vous fais pas le jeu de mots, voilà. Et par contre, le Ethan, là, ça n'a rien à voir, on a pris un nom biblique pour rester dans l'ambiance. Alors, je vais vous décrire ce que c'est. Alors plus simplement, on a aussi en préparation une plateforme Noé V5 parce qu'on s'est rendu compte que nos confrères n'avaient pas cette avance en matière de digitalisation, c'est-à-dire que soit vous avez des organismes de certification à taille humaine et qui font généralement moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui utilisent des plateformes pour stocker leurs documents mais qui n'ont pas d'applicatif, soit vous avez des grands acteurs. Bon, un grand acteur, c'est le plus grand en France, c'est AFNOR Certification qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, ces entités-là utilisent des ERP, mais qui n'ont pas vocation à gérer le process métier de la certification. Du coup, ils n'ont pas la vélocité et l'efficacité qu'on peut avoir. Alors maintenant, je vais vous parler donc des 4 extensions de Noé V4 et je suis certain qu'il y en a au moins une qui va vous concerner. Alors, il s'agit de projets concrets. On a travaillé avec des clients sur ces projets. Alors, Arche, c'est pour des organismes de formation qui ont un grand nombre de sous-traitants, plus de 20. Le cas sur lequel on a travaillé, avec lequel on a construit le concept, c'est un groupe d'organismes de formation qui a 7000 sous-traitants. Donc là, 7000 sous-traitants, ça veut dire que vous avez des responsables de programme, des écoles, des donneurs d'ordre, et vous avez des difficultés de référencement. Quel process de référencement unifié des intervenants, quelle gestion, hein, et ensuite, comment je transmets un besoin émis par un responsable de programme de manière harmonisée à l'ensemble des prestataires référencés qui pourraient y répondre. Voilà. Comment je construis la fiche pédagogique, comment je gère la qualité et surtout, je rapproche du contrat les interventions pour envoyer à la facturation un accord, une sorte de bon de livraison, un accord sur les interventions réalisées et une validation de la conformité au contrat. Donc là, si vous avez cette problématique-là, vous voyez très bien ce dont je veux parler, avec des impacts sur le respect de la réglementation, notamment avec les fiches de présence, et des impacts sur la gestion, notamment au niveau du management général, qui voudrait bien que ces différents responsables de programme travaillent ensemble et échangent les intervenants de manière à avoir, je dirais, une plus grande efficience. Donc ça, c'est le projet Arche sur lequel on a une sorte de concept et on va, je dirais, procéder au design de ce projet dans les mois qui viennent. Ensuite, vous avez, et là aussi, c'est un axe de travail de la qualité, notamment en France, c'est de valider la qualité des contenus. Il y a en France, de par le système, un problème de validation de la qualité des contenus. Nous, on le voit très bien à l'ICPF de par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est il y a très peu
quand je dis très peu, c'est qu'on en a à avoir moins d'une cinquantaine, de certifiés pro concepteurs. C'est-à-dire que les concepteurs de contenu en formation professionnelle sont invisibles. Alors, il y a une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas payés. C'est que la conception, généralement, on ne la paye pas. Donc, du coup, ça, depuis 40 ans, ça produit une désagrégation et une dévalorisation des contenus. L'autre phénomène qu'on observe, c'est que quand on voit, on gère des process qualité, on a des phénomènes de, comment dire, de perte de qualité quand il y a des interventions qui mobilisent un grand nombre d'intervenants. C'est-à-dire qu'on part sur un contenu et puis après chacun fait ce qu'il veut et qu'on part avec une formation technique de vente avec les 5 premiers et puis après à l'arrivée, quand il y a 1000 salariés à former, on voit qu'il y en a une centaine qui sont passés par un intervenant qui ne leur a pas parlé des 5 premiers, il leur a parlé des 20 premiers. Alors c'est un équivalent, mais ce n'est pas exactement la même technique. Donc là, on a c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans et demi, où on aurait une base qui permettrait de conceptualiser, de concevoir, d'élaborer des contenus en mode collaboratif, de les valider et de les diffuser. C'est-à-dire que l'intervenant ou le centre de formation s'abonne à un contenu, pardon, de formation en management, et les concepteurs mettent à jour et touchent des rémunérations. Donc ça, c'est le projet MZARA. Ensuite, on a le projet NAAME qui, lui, c'est de dire, alors là, c'est plus un concept, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'abstraction du fait qu'il y a 25 000 sous-traitants en France aujourd'hui qui font les formations et que cette population, il faut s'en occuper et surtout, il faut les équiper en matière digitale. Et donc là, ce qu'on s'est dit, on pourrait avoir une application qui permettrait de gérer le process qualité depuis la détermination du besoin jusqu'à l'évaluation et aussi de pouvoir gérer leur organisation et surtout la partie directe de leur activité puisque en fait, c'est aujourd'hui le marché fait que le consultant formateur entrepreneur ne peut pas faire que de la sous-traitance. Il a besoin, les tarifs sont trop bas, donc sauf cas exceptionnel, il doit aller chercher des clients directs. Ensuite, Ethan, c'est une plateforme. Alors là, on est parti de notre expérience de certificateur de personnes. Et c'est une plateforme qui me permet de gérer des points auxquels nos clients ne pensent pas quand ils deviennent certificateurs professionnels. C'est qu'est-ce que je fais si ça marche? Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille parce que les clients qui deviennent certificateurs professionnels mettent peu de certificats. Donc, du coup, ils n'ont pas ce problème-là que nous, on a bien connu en 2017, quand vous passez de 200 certificats émis à l'année à 200 par mois. Et là, si votre solution, elle repose sur du Word, du PDF et l'email, quand vous vous retrouvez à payer 1, 2, 3 salariés qui font du Word toute la journée et qui se trompent sur les adresses, qui se trompent sur les noms de famille, etc. et qui sont bien incapables de récupérer les fichiers. Alors, ça, c'est quelque chose de simple, mais il y a l'inscription des stagiaires, la gestion des résultats de l'examen, la signification de la décision, la gestion des référentiels de compétences et la partie administrative sur l'enregistrement sur la liste de France Compétences, en passant par la gestion des dispensateurs de formation et des examinateurs. Donc là, ce serait une plateforme qui permettrait de gérer tout ça. Voilà, bon, voilà les directions. C'est la première fois que je présente ces axes de travail au public, en quelque sorte à vous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je rends la parole à Antoine. C'était très clair avec plein de projets. Ce que je vois aussi en regardant les questions, et merci à tous ceux qui posent des questions, c'est que au début, là, sur la slide précédente, tu as lâché, je crois, une petite bombe, François, en parlant d'une prochaine réforme pouvant mettre la certification des formateurs, et plusieurs se posent la question d'une prochaine réforme de la formation professionnelle. Alors, ceci dit, il y en a eu en 2004, il y a eu l'accord national en 2009, il y a eu la loi Avenir, la loi du 5 mars 2014. On a des présidentielles l'année prochaine, donc oui, peut-être qu'il faut se préparer à un moment ou à un autre à une future réforme. En tout cas, pour l'instant, je vois rien de… Là,
depuis, moi, ça doit être ma 5e réforme, hein, et donc dans les années, depuis le début des années 2000, c'est systématique, il y en a une tous les 5 ans. Hein. Donc moi j'ai vu ça me rajeunit pas, mais 2005, il y avait une réforme, et d'ailleurs la réforme de 2005 a commencé par la bombe suivante, qui au ministère du Travail, ils ont dit, bah voilà, pour être formateur, il faudra obligatoirement être Bac+5. Et alors ça, c'était effectivement une bombe aussi, puisque mais il y avait déjà cette idée de dire, bah oui, pour faire une formation de qualité, il faut un formateur de qualité. Voilà. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est repris d'ailleurs en Allemagne, et comme on a suivi ce modèle-là, bon, ce serait logique qu'on aille sur cet axe-là. Voilà. 2022-2023, parce que la dernière, c'est la loi à venir de 2018. Donc, oui, voilà. Donc tous les 5 ans, on l'aura. Voilà, et même si le Covid ne nous a pas aidé à finir celle-là, et donc c'est pour ça que ça présiderait au fait qu'il y ait peut-être une réforme minime. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Calliope ne bougera pas, mais on pourrait rajouter des choses. Alors peut-être là où le Covid pourrait tout décaler de 5 ans, ce qui serait pas plus mal pour le chiffre d'affaires de l'ICPF, parce que tout remettre en question tous les 5 ans, c'est un peu lourd. Alors justement, le Covid a eu des impacts, et ça fait une super transition avec le point suivant sur les tendances qu'on observe aujourd'hui sur le marché de la formation. Et c'est vrai qu'on va voir que une bonne partie de ces tendances sont des conséquences, alors parfois positives. À chaque malheur, il y a des choses à en retirer. Donc, les principales tendances qu'on observe nous aujourd'hui chez nos clients, qu'on soit d'ailleurs côté organisme de formation ou côté des entreprises, c'est un boom du présentiel et des classes virtuelles. C'est-à-dire que le premier réflexe l'année dernière, au moment du premier confinement, a été de tout digitaliser et de mettre de digitaliser le contenu et de fournir du contenu e-learning. Là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est un retour au présentiel, ou en tout cas à minima aux classes virtuelles, c'est-à-dire une formation animée par un formateur, que ce soit à distance ou en présentiel, à la fois parce qu'il faut accompagner les grands changements d'organisation qui sont induits suite au Covid, mais également, je pense qu'il y a un besoin de sociabilisation et de retrouver également des échanges. Et donc, c'est vrai qu'on voit un net regain et un net retour du présentiel et des classes virtuelles sur les derniers mois. Oui, ça, je peux apporter ma contribution, mais quand on a eu le Covid nous est tombé dessus, dans les premiers mois, on a vu que le distanciel est passé c'était 10% des formations, c'est passé à 20%, mais en fait, on voit bien qu'il y avait un manque par rapport au présentiel qui est indispensable, et très vite, la plupart des professionnels et des organismes de formation ont fait redémarrer le présentiel qui est indispensable, tout en fait, c'est un mix qui fonctionne, mais le tout digital n'existe pas en fait. Et justement, ce retour au présentiel, aux classes virtuelles, c'est fait assez rapidement dans certaines organisations, mais avec plus de complexité. Parce que là où on pouvait, alors il y a la complexité tout simplement aussi de l'espace, on ne peut pas être plus de temps dans la salle de formation, donc ça nécessite de multiplier le nombre de sessions qu'on va devoir faire en présentiel. Mais pour la classe virtuelle, pareil, personne ne va suivre 7 heures de formation derrière son écran. Donc tous, vous avez dû revoir l'organisation et l'enchaînement de vos séquences de formation. Donc évidemment, il faut trouver les dispos du formateur, et en termes de planification des actions de formation et des plannings des formateurs, c'est évidemment beaucoup plus complexe à gérer. Et donc ça, c'est aussi une tendance très forte que vous rencontrez tous, cette complexité maintenant à organiser et à planifier les formations. Autre impact, et là il est plutôt positif pour notre auditoire d'aujourd'hui, c'est que les dépenses en matière de formation sont reparties. Il y a eu évidemment certains secteurs d'activité particulièrement touchés qui ont coupé toutes les dépenses en 2020. Et ce qu'on observe, et donc ça c'est un chiffre du Training Industry Magazine, toutes les entreprises, 62% des entreprises qui avaient diminué leurs dépenses formation en 2020, aujourd'hui sont reparties clairement à la hausse. Et donc les dépenses qu'on observe sur le premier semestre 2021 en matière de formation sont plus élevées que ce qu'on observait avant le Covid.
Donc, les budgets sont débloqués par les entreprises. Il y a clairement ici une opportunité à saisir pour l'ensemble des organismes de formation qui vont recevoir plus de cahiers des charges, plus d'appels d'offres et plus de demandes de formation. Donc, il va falloir aussi absorber et gérer toutes ces demandes qui arrivent et qui vont continuer à arriver. Je crois que ce qu'on peut déjà retenir de cette période Covid, c'est que le plan gagnant pour les entreprises, c'était d'investir dans la période Covid, en particulier sur la formation des collaborateurs, et que toutes les entreprises qui ont mais souvent d'ailleurs du fait que la situation en France est complètement exceptionnelle, parce qu'en France on a subventionné l'économie et donc il y avait beaucoup d'argent et donc on avait la possibilité en France, au moins pour les salariés français, de former. Et je crois que toutes les entreprises qui ont fait ça, qui ont gardé leurs collaborateurs, qui les ont mis en formation, vont s'en sortir et redémarrent très rapidement, alors que tous ceux qui ont mis leurs salariés en chômage partiel, qui ont réduit leurs équipes, qui ont réduit leurs activités, ont beaucoup de mal à, ne serait-ce qu'à faire revenir les collaborateurs au travail. C'est-à-dire que là, je vois parmi les entreprises qui ont fait ça, ils disent ah ben non, on ne viendra pas au mois de juin, on revient en septembre. Oui. Donc là, vraiment l'investissement et le maintien des investissements, en particulier dans la formation, semble être un facteur essentiel de passage par le haut de cette période Covid. Tout à fait. Et puis, dernier enjeu que l'on rencontre, la dernière tendance forte, c'est la digitalisation. Alors, double digitalisation. La digitalisation avec les outils et le besoin de s'équiper. Et là, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on le voit très fortement avec un nombre d'appels d'offres et de consultations d'entreprises, d'organismes de formation qui se disent que c'est maintenant qu'il faut justement s'équiper, digitaliser, ne pas rater ce virage-là, c'est très impressionnant. On est, nous, là, sur une activité extrêmement forte, comme on en a peu connu au long de nos 20 ans d'histoire. Donc, il y a clairement eu ce besoin-là qui s'est fait sentir très fortement. Donc, la digitalisation en mettant en place des outils de gestion pour organiser et optimiser. Et puis, bien entendu, et on l'a évoqué donc là précédemment, la digitalisation des contenus qui, évidemment, il y a une augmentation, alors sûrement une bulle du e-learning. Néanmoins, je pense qu'on sera sur des taux de e-learning un peu plus forts que ce qu'il y avait avant le Covid. Mais donc voilà, c'est vraiment les deux aspects de cette digitalisation. Besoin de s'outiller, mais besoin de digitaliser le contenu. Alors, petit mot rapide sur justement les contenus, la digitalisation du contenu. Ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui, mais je voulais juste faire ce petit focus parce qu'en effet, voilà, on voit ces trois types de méthodes pédagogiques, le présentiel, les classes virtuelles, le e-learning. On voit donc la France qui était sûrement en retard par rapport à certains pays sur le e-learning a investi, mais néanmoins, donc, on voit ici le comparatif en termes de coûts de chacune de ces méthodes, le temps que ça nécessite en investissement en amont pour chacune de ces méthodes, le présentiel, les classes virtuelles, donc toujours avec un formateur et le digital, on voit qu'évidemment, ça coûte moins cher et c'est plus rapide de faire du e-learning. Ce sont les deux premières lignes du tableau ici sur la partie droite. Par contre, évidemment, en taux de rétention, ce que le stagiaire va retenir, ce que le collaborateur va retenir suite à la formation, on voit que ce taux est de 76% en présentiel, il est à 50% en virtuel et il est à 20%, il retombe à 20% en e-learning. Donc, le e-learning ne répond pas à tous les enjeux en matière de formation. Pour certaines thématiques, pour de l'obligatoire, pour des choses de ce type-là récurrentes, ça a du sens. Mais par contre, si on veut être vraiment dans l'apprentissage et dans l'évolution des compétences, le présentiel et la présence et le rôle de l'animateur et du formateur est essentiel. Et puis, comme le disait François tout à l'heure, je pense que la bonne solution, elle est dans du blended, elle est dans du mix. Et c'est finalement la bonne utilisation de chacun de ces éléments qui va être importante. Ce qu'on voit aussi, et l'avantage de la présence du formateur et là du présentiel, c'est tout le côté informel qu'on va avoir et qu'on va retrouver au moment de la pause, au moment du déjeuner, quand les stagiaires vont discuter entre eux, apporter chacun leur retour d'expérience. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le e-learning. Donc, évidemment, ça, si on veut le garder, je pense que c'est très important dans la source d'apprentissage et d'enrichissement, c'est par le présentiel. Donc voilà pour ces trois thématiques avec les axes d'optimisation et d'évolution sur la dernière ligne du tableau. Donc évidemment, sur le présentiel, la classe virtuelle, le e-learning, chacun va essayer de faire évoluer un petit peu et d'améliorer les pratiques.
On voit là pour le coup la technologie très présente en ce point-là, donc avec tout ce qui va être réalité virtuelle, les expériences d'apprentissage pour le e-learning, c'est la tendance forte. Sur les classes virtuelles, on voit beaucoup de coaching qui se déploie post-formation et de l'accompagnement individualisé. Et là, pour le coup, la classe virtuelle s'y prête bien et c'est une tendance forte à ce niveau-là. Et sur le présentiel, on a vu la partie, la FES, la formation au poste de travail, qui prend une place de plus en plus importante et on sent que il y a vraiment des très bons retours par rapport à ça et aussi la technologie par la réalité augmentée qui intervient dans les processus. Donc voilà, je ne m'étends pas plus, mais c'était voilà, ce petit focus sur la digitalisation des contenus. Donc oui, il en faut, mais évidemment, ça ne remplacera pas ce que peut apporter un instructeur, un formateur. Sur la slide suivante, on va regarder pour le coup, voilà, la digitalisation maintenant des solutions de gestion, ce que vous allez et ce que vous pouvez digitaliser. On trouve, alors je vais utiliser 2-3 acronymes que je vais détailler ici, mais 3 grands types d'acteurs sur le marché. Il y a des solutions qui sont des LMS, j'allais dire assez historiques, issus de grands outils SIRH du marché, que voilà, on connaît tous, des outils venant de SuccessFactors, Cornerstone, Talentsoft, Workday, qu'on voit de plus en plus en France. Donc, c'est suite SIRH qui propose un module LMS. Et donc, on est là plutôt sur des SIRH avec un module LMS. Donc, c'est la partie gauche du tableau. Il y a aujourd'hui, je crois, plus de 2000 sur le marché, plus de 2000 acteurs qui font du LMS au sens là vraiment hébergement du contenu digital. Le LMS, son rôle premier, c'est de pouvoir héberger du contenu e-learning. Sur la partie droite, on voit des acteurs qui sont plus novateurs, qui sont toujours sur le digital, ce qu'on appelle les LEP ou LXP, les Learning Experience Platform, qui sont très tournés vers l'apprenant pour lui donner une expérience digitale, un accès à des catalogues beaucoup plus élargis que le catalogue de l'entreprise ou d'un seul organisme de formation. On a des acteurs américains comme TheGrid ou Edcast qui sont sur cette thématique et des acteurs français qui sont sur cette partie tournée expérience utilisateur comme 360 Learning, RiseUp ou Teach on Mars. Et puis, il y a une troisième typologie d'acteurs qu'on voit du coup moins, mais qui va être le socle en fait de l'ensemble du système learning. Ce sont les TMS ou TRMS, les solutions de gestion de la formation. On parle aussi d'ERP dans le cadre des organismes de formation. C'est ce qu'on propose nous chez Training Orchestra. Donc, ce n'est pas de la diffusion de contenu, c'est vraiment permettre de digitaliser vos process et d'optimiser la gestion au sein de vos entreprises, de vos organisations. Alors évidemment, une solution spécialisée, un ERP comme Training Orchestra, se doit aussi d'être ouvert et de pouvoir discuter et s'interfacer avec d'autres solutions. Donc là, ce sont des exemples de cartographie d'outils qu'on retrouve alors plutôt sur des gros organismes de formation. Et là, on a deux tendances assez distinctes. On a des structures plus petites qui préfèrent avoir un seul logiciel qui va tout faire et donc de gérer la partie devis, commande dans Training Orchestra, de gérer la facture dans Training Orchestra. Et puis, on va avoir des organismes de formation de taille plus importante qui, eux, vont vouloir avoir plusieurs outils spécialisés qui vont graviter autour du TMS. Donc, le TMS type Training Orchestra va gérer le cœur de l'activité dans ces configurations-là, la planification, les plannings des formateurs, le planning des salles, des inscriptions, et puis autour, plusieurs outils qui peuvent venir se greffer. Le site web qui va être la vitrine pour digitaliser le catalogue et diffuser ce catalogue à vos clients, le CRM pour digitaliser une partie de la gestion commerciale, le LMS, on vient d'en parler, donc le LMS et le TMS sont complémentaires, puisqu'aujourd'hui, on voit que tout le monde fait du blended, donc il faut bien les deux solutions, la solution de gestion et le LMS qui vient également sur le digital, et puis d'autres processus qui sont digitalisés, l'émargement, les évaluations sont également évidemment des processus qui sont de plus en plus digitalisés au sein des organismes de formation. Donc voilà un petit peu la cartographie globale qu'on peut voir dans des contextes d'organismes de formation qui sont sur des tailles très, très structurées. Maintenant, Training Orchestra est en capacité de gérer l'ensemble de ces thématiques à travers une seule solution. Et c'est ce qu'on fait, un pack, je dirais, tout en un pour des organismes de formation de petite et de moyenne taille. De façon très concrète, suite à ça, voilà quelques captures d'écran et pour vous montrer
ce que ça donne concrètement. Qu'est-ce qu'on met derrière une solution de gestion? Qu'est-ce qu'on met derrière un ERP pour un organisme de formation? Donc, c'est déjà des tableaux de bord de pilotage qu'on voit ici dès la connexion, un tableau de bord qui permet aux responsables du centre de formation ou aux personnes qui sont en charge de la planification, aux gestionnaires de l'organisme, de retrouver sur une seule vue toutes les informations essentielles au bon déroulé de l'activité, des éléments très pragmatiques. En haut, vous voyez les top priorités. J'ai des sessions en danger, ça veut dire des sessions sur lesquelles, notamment si je fais de l'inter-entreprise, je n'ai pas assez d'inscrits pour atteindre mon seuil de rentabilité. Donc, est-ce que je décale la session? Est-ce que je demande à ma force commerciale d'agir plus fortement pour remplir la session? En tout cas, j'ai l'alerte ici. Attention, il faut retravailler sur ces sessions. Ou alors, pour tous ceux qui font des formations obligatoires, type SST, CACES et autres, attention, des alertes sur les recyclages. Donc là, c'est au bénéfice de la partie commerciale. Attention, il y a un stagiaire qui est venu il y a 1 an, il y a 2 ans, son habilitation arrive à échéance. Et vous avez du coup la possibilité tout de suite de le rappeler, de rappeler le client en question pour qu'il vienne suivre le recyclage dans votre organisme de formation plutôt que chez votre confrère. Alors, on retrouve également, troisième indicateur ici, les commandes à confirmer. Donc, par exemple, quand on est interfacé au site web, on voit de plus en plus de sites marchands, de sites web. J'avais l'exemple tout à l'heure du centre de formation de la FNAIM qui a son propre site internet sur lequel les agents immobiliers peuvent venir acheter de la formation. Les informations tombent directement dans le petit panier que vous voyez là dans Training Orchestra pour dire on a 9 commandes à confirmer. Et puis des choses très graphiques, chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois, on décompose en intra-entreprise, en inter, en e-learning et l'évolution du nombre de stagiaires. Donc tout ça, c'est personnalisable. L'idée, c'est que pour chacun des profils, chaque utilisateur ait bien les indicateurs dont il ait besoin. Si on donne un accès à quelqu'un du service compta, ça va être des indicateurs sur le nombre de factures à émettre, sur les règlements en attente. Donc, tout ça est personnalisable avec plus d'une centaine d'indicateurs qui sont mis à disposition pour construire les tableaux de pilotage. Sur la slide suivante, on va regarder la partie planification. Le cœur de l'activité pour un organisme de formation, c'est de planifier son activité. Et pour ça, chez Training Orchestra, on vous met à disposition plusieurs types de planning graphiques. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des plannings très opérationnels, comme celui qu'on voit ici. Vous avez en un coup d'œil toutes les sessions du mois en cours, des codes couleurs qui vous permettent de savoir les sessions qui sont annulées de celles qui sont en cours ou terminées. Vous voyez aussi des pastilles de couleurs. Le petit point rouge, vert ou orange en haut à droite de chacune des sessions vous donne des informations sur la rentabilité. En vert, ma session, le petit point vert, ma session est rentable, alors que si on regarde la session du 1er juin, elle n'était pas rentable, c'est-à-dire pour ça sûrement qu'on l'a annulée. Et puis on voit bien du coup sur cette session-là, on avait 0 inscrit. Logiquement, elle ne peut pas être rentable. Donc tout de suite, des éléments qui vous permettent de prendre des décisions. Vous voyez que d'un simple clic, on peut créer une nouvelle session directement depuis le planning. Et puis, on va voir aussi des plannings plus étoffés, plus élaborés, notamment ce qu'on appelle un planning 3 en 1, où sur une seule vue, vous allez retrouver les sessions, les formateurs et les salles. Les salles et ressources au sens large, ça peut être vos différentes salles virtuelles, vos salles Zoom ou Teams. Ça peut être pour des organismes de formation. On travaille par exemple avec Trium ou également avec les organismes de formation du groupe Honnête Technologies, qui sont des organismes de formation dans le domaine du nucléaire. Là, il y a du matériel évidemment pour chaque formation. Et donc, ces vues planning 3 en 1 permettent de faire la bonne adéquation entre la session et le besoin du client et derrière, choisir le formateur en fonction de sa compétence et de sa disponibilité et choisir la ressource là aussi en fonction de sa disponibilité et donc de faire le bon matching. Donc, voilà, des outils très opérationnels, très visuels, très graphiques pour faciliter cette planification. Donc, voilà un autre exemple de planning ici, c'est le planning des formateurs. Et vous voyez donc à gauche la liste de tous les formateurs qui sont rattachés soit en interne, soit à des organismes sous-traitants. Et on voit sur la partie droite du planning quand est-ce que chacun de ces formateurs est staffé. Là encore, des codes couleurs selon le type d'intervention. On va voir un code couleur bleu quand ils sont en conception, en vert quand ils sont en animation. On va pouvoir intégrer les congés des formateurs internes pour s'assurer de ne pas les planifier dans ces zones-là. Et là encore, toujours des plannings interactifs. On peut faire du glisser-déplacer. On peut intervenir tout de suite sur la planification d'un formateur. On peut créer une disponibilité. On peut créer une session et affecter une session à un formateur directement depuis ces plannings. Ici, on va voir le suivi, notamment très collaboratif. Quand voilà, vous êtes une équipe de quelques collaborateurs à travailler au sein de l'organisme de formation,
On l'a vu et ça a été fortement accentué avec le confinement et chacun travaillant dans son coin, il faut néanmoins pouvoir collaborer ensemble et travailler ensemble sur l'organisation et l'activité de l'organisme de formation. Et donc, on a mis en place des tableaux de bord de pilotage, des to-do list, des checklists suivis des jalons. Vous pouvez ici déterminer vous-même vos propres jalons. C'est-à-dire, chaque fois que vous mettez en place une formation, vous allez devoir confirmer l'intervenant, envoyer les convocations, envoyer les conventions, émettre les attestations, facturer évidemment le client et vous allez définir le timing auquel vous souhaitez faire chacune de ces actions. Et là aussi, en termes de suivi, en termes de qualité, et là, c'est la garantie pour vous que vos processus internes sont bien respectés parce que vous avez ces alertes, feu vert, feu orange, feu rouge. On voit là sur la session qui est surlignée en bas, renforcer la performance collective. Les 2 premières actions ont bien été effectuées, c'est pour ça qu'on a la coche verte. Par contre, on est en retard sur l'envoi des convocations. Donc là, on a un dysfonctionnement dans le processus qui a été mis en place. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir tout de suite y remédier, de pouvoir agir dessus. Donc là, vous avez la main et c'est aussi un des éléments forts qu'on a mis en place pour accompagner nos clients organismes de formation, c'est d'écouter dans un premier temps quels étaient leurs besoins en termes de processus et configurer, comme vous le voyez là, leur processus dans la solution pour leur permettre de suivre ces process et de s'assurer de la qualité. Ici, un autre exemple de profil. Là, je ne suis plus en tant que responsable du centre de formation. J'ai basculé en tant que formateur pour vous montrer, je l'avais évoqué en introduction, cette capacité à embarquer votre réseau de formateurs. Et on sait, François l'a sous-entendu tout à l'heure avec la certification sur les formateurs, c'est vrai que le prochain enjeu sera peut-être de se démarquer justement par son réseau de formateurs, les compétences de ses formateurs. Donc, pouvoir avoir un lien fort avec votre réseau de formateurs et les fidéliser est important. C'est entre autres à ça que sert cet espace-là. Le formateur, quand il se connecte, va pouvoir retrouver les formations que vous lui proposez d'animer, les sessions que vous lui proposez d'animer. Vous voyez à gauche l'appel à candidature, c'est-à-dire qu'ici, l'organisme de formation m'a proposé une session et je vais voir si je peux ou non l'accepter en fonction de mes dispos, en fonction de la thématique de cette formation-là. Et je peux recevoir en temps réel, directement dans mon portail, toutes les sessions que l'organisme me propose. Et puis, bien sûr, je vais pouvoir préparer mes interventions. Là, on l'a mis sur la partie droite de ce portail. J'ai une session prévue ici en présentiel à Bordeaux dans quelques semaines. J'ai sûrement une to-do list, moi aussi en tant que formateur, à faire. Je peux partager des documents. Donc là encore, dans la digitalisation, l'organisme de formation peut pousser des documents au formateur. Et en retour, le formateur peut lui aussi rattacher des documents et pousser des documents. Donc, on a encore l'exemple, tout le monde n'est pas passé à l'émargement digital. Et typiquement, sans aller jusque-là, le formateur peut, sur la feuille d'émargement papier, la scanner après la formation, la mettre dans son portail, vous la récupérez directement. Et là, vous vous assurez, et ça permet de cocher tout de suite dans votre checklist à vous que la feuille d'émargement signée a bien été reçue. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'interaction avec votre pool de formateurs. Et donc, on a le même type de page et de profil pour les clients, si vous voulez connecter les clients et faciliter là aussi et optimiser la relation avec les clients. Donc, il est 58, on est pas mal en timing pour avoir le temps de prendre les réponses, mais peut-être François, je te laisse un mot de conclusion avant les questions qu'on va prendre au fil de l'eau. Écoutez, bon, là, donc vous avez d'une part la vision d'ICPF en matière digitale et d'autre part un acteur, l'offre qui est considérable aujourd'hui et qui est utilisée par un grand nombre d'organismes de formation pour gérer leurs activités. Alors, le message essentiel, c'est de comprendre que il faut aller vers le digital. Et effectivement, ça présente des opportunités et des risques. Moi, j'ai commencé dans l'informatique en 1988, vous voyez. Et en 1988, le logiciel que les PME achetaient, c'était un logiciel de comptabilité. Et 12 ans après, j'avais une équipe de 240 personnes. Et les commerciaux me disaient, tiens, là j'ai une société, elle est pas informatisée.
Et en fait, on avait au marketing, ils avaient pour instruction de dire que si elle n'est pas informatisée, on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on ne proposait pas nos offres, sauf si il y avait un projet particulier. Vous voyez, et ces sociétés-là, en fait, sont sorties du marché. Là, aujourd'hui, c'est clair que la digitalisation, il y a beaucoup d'offres, c'est compliqué d'y aller. Il faut faire la part des choses entre le rêve que les éditeurs de logiciels vous proposent et la réalité concrète qu'on va faire. Et c'est ça mais il faut y aller tout en sachant que ça va pas être rentable tout de suite, que ça va demander du travail et des efforts, mais que c'est un axe, c'est une voie, au même titre que la qualité, c'est une voie qui permet de développer son activité. Voilà. Donc je passe. Alors je passe la parole à Hortense qui va nous poser les questions. Et juste avant une question, du coup, je vois aussi un des commentaires qui a été fait. C'était pas une question, mais je trouve qu'en termes de conclusion, c'est très bien et je me permets de les citer parce que voilà, ils l'ont mis dans le commentaire. C'est l'organisme de formation Prodware qui, voilà, une des personnes a dû quitter la présentation, mais a laissé en commentaire ceci en disant tout le plaisir qu'ils avaient eu à travailler avec l'ICPF dans le cadre de leur démarche. Et ils ont fait le choix de Training Orchestra qu'on va déployer dans les prochaines semaines pour les accompagner justement sur le suivi des processus. Donc, on est en plein dans cette thématique-là de dire, il y a eu Calliope et qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Et c'est, je trouve, voilà, une très bonne synthèse de ce qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui. Donc, merci à vous pour ce commentaire. Oui, alors on a aussi d'autres questions pour Antoine. J'ai une question de Denis Laurent qui est: y a-t-il des possibilités d'obtenir ou d'acheter des adresses de contact dans les grandes entreprises susceptibles de s'intéresser aux formations que l'on peut proposer? Alors, si elle s'adresse en effet directement à moi, et alors c'est vrai que nous, on a la chance chez Training Orchestra d'avoir les deux pans de l'activité, c'est-à-dire à la fois les organismes de formation puis vos clients, donc finalement les directeurs de formation côté des grands comptes. Malheureusement, même si ce serait un super business, on n'aura pas la possibilité de vendre les données de nos clients entreprises aux organismes de formation. Mais sachez qu'on organise tous les ans, hors confinement, malheureusement on n'a pas pu le faire en 2020, des clubs utilisateurs qui réunissent à la fois nos clients organismes de formation et nos clients entreprises et qui sont toujours justement la possibilité dans un contexte voilà, détendu de partager et d'échanger entre les organismes et les entreprises. Donc voilà, on serait ravis si vous faites le choix de Training Orchestra de vous inviter à ces clubs utilisateurs et que vous puissiez rencontrer vos clients, donc nous, notre deuxième partie de clients. Malheureusement, je n'ai pas de base de données à vous vendre. Alors, en ce qui concerne ICPF, on organisera un webinaire sur la commercialisation des activités de formation et on a aussi des événements qui permettent de rencontrer des consultants formateurs entrepreneurs expérimentés et qui vous dévoileront tous leurs secrets. Très bien. J'ai une autre question pour Antoine. Est-il possible d'avoir accès aux API pour créer automatiquement des classes virtuelles à partir de la plateforme Training Orchestra? Oui, tout à fait. Ça a été un des premiers chantiers qu'on a lancé en 2020, donc voilà, en réaction au confinement avec du coup l'explosion des classes virtuelles. Ça a été de faire une interface qu'on a démarré avec Zoom et qu'on étend aux différents outils du marché de classes virtuelles pour justement éviter la double saisie. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer votre session qui va être planifiée dans Training Orchestra et ensuite de la créer dans Zoom ou dans Teams. Vous la créez dans Training Orchestra et automatiquement par API. Donc l'API, c'est une technologie pour faire des interfaces et connecter deux solutions. Là, automatiquement, ça crée ce créneau, ce slot dans l'outil de classe virtuelle. L'outil de classe virtuelle génère, comme vous le faites aujourd'hui, une adresse, une URL sur laquelle les apprenants vont se connecter. Cette URL, elle est automatiquement reprise dans Training Orchestra pour être envoyée dans la convocation. Donc oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé et aujourd'hui, 80% de nos clients souhaitent bénéficier de cette API, de ces connecteurs-là, pour pouvoir éviter de tout planifier deux fois. On les comprend. Merci Antoine pour ces réponses. C'était une question de Mirabel Alam, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. On a une autre question, toujours pour Antoine, de Laïla Limam. La solution Training Orchestra est-elle pertinente pour les petites OF? C'est Orchestra,
C'est Orchestra. Excuse-moi. L'orchestre de la formation. On fait des exercices d'articulation avant le live, mais en fait, il faut qu'on fasse l'exercice d'articulation sur le nom de la société qu'on invite. Voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, pertinente, je dirais, oui, en termes de fonctionnalité, forcément. Après, tout va dépendre des volumes. Très clairement, on sait qu'il va y avoir un retour sur investissement intéressant à partir de 1000 stagiaires formés à l'année. En dessous, soit il y a des solutions qui sont spécialisées pour ces plus petits organismes de formation. Parfois, avec quelques outils de la suite Office, on peut s'en sortir et généraliser. Mais voilà, ce que j'indiquerais, c'est soit vous êtes sur des formations très complexes en termes de planification, et là, ça va avoir un intérêt, même si vous avez des volumes moindres. Mais c'est vrai qu'en dessous de 1000 stagiaires à l'année, on va dire ce qui représente, oui, 100 sessions par an, une petite dizaine de sessions par mois, c'est pas nécessairement indispensable. Très bien. Oui, enfin, à ma connaissance, hein, il y a quelques acteurs, mais le niveau de digitalisation du process de formation est pas très important aujourd'hui. C'est en cours, quoi. Hein, c'est voilà. Ouais. Oui, j'ai une question pour François de Muriel. En visant la formation continue des professionnels de santé français, mais aussi de la francophonie, y a-t-il donc un intérêt à aller vers l'ISO 21001? Alors, en fait, quelle est la problématique de la francophonie? Donc, la francophonie, c'est 280 millions de personnes. Donc, c'est bien plus que la France. Et c'est des pays comme la Tunisie, le Canada, la partie Québec. Voilà. Et il est clair qu'on ne peut pas aller vers ces pays en disant j'ai une norme française. Je suis certifié en France. Ça ne marche pas. Et la seule, alors d'abord, souvent pour des motifs d'ailleurs, notamment au Maroc, où voilà, par exemple au Maroc, vous ne pouvez pas aller, ça a été les premiers à se lancer dans la certification ISO, à l'époque c'était ISO 29990, et c'était impensable d'arriver avec une norme AFNOR. Donc il est clair que la problématique aujourd'hui, c'est comment je fais comprendre à ces pays que je suis un organisme de formation et que je fais des prestations de qualité. Et là, une certification internationale, ça les rassure. Voilà. Alors après, la problématique, c'est que l'offre aujourd'hui de certification en ISO 21001 n'est pas très développée, mais je crois que c'est une solution de manière à rassurer le client et surtout à avoir une organisation qui n'est pas calée sur la France. C'est le problème aujourd'hui que si votre organisation fonctionne en forme, ça ne va pas fonctionner à l'international parce que il n'y a pas de financeurs, il n'y a pas de les feuilles de présence, tout ça c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc une norme internationale, c'est un bon axe, sachant que c'est pas idéal parce que la norme n'est pas forcément la norme, elle est papier, ça propose, mais elle n'est pas, elle fait pas l'adhésion de tout le monde encore. C'est-à-dire que c'est une norme qui n'est pas éprouvée, on dit. Voilà. Mais c'est un axe. Oui, on a encore une question pour François, de Florence de Mopo, donc qui a quitté la réunion, mais une question d'ordre général concernant le renouvellement de la certification Calliope. Alors la question est, vous avez dit que tous les 18 mois, il y avait un audit de l'OF. Quel est le coût approximatif de cet audit récurrent? Alors, pour la majorité des organismes de formation de taille humaine, c'est 1 200 € la certification initiale et ensuite c'est moins de 500 € par an. Voilà, ça c'est le coût, c'est le budget le budget minimum. Voilà. Bon, après, en fonction de la taille de l'organisme, du chiffre d'affaires, du nombre de sites, ça augmente. Et dans tous les cas, il y a la surveillance
se traduit par un temps fort qui est l'audit de surveillance. Mais vous êtes en surveillance constante, c'est-à-dire que on a une équipe qui scrute la communication pour voir et à l'écoute des plaintes qu'on peut recevoir. Et donc le process de surveillance, il est constant. Alors il se fait par des plaintes ou par des observations de communication non conforme à Calliope. Et une autre question, cette fois-ci pour Antoine, concernant les coûts. Pouvez-vous nous donner une idée? Ah, la question, elle a un petit peu bougé. Alors, je la reprends, excusez-moi. Nous donner un ordre de coût de la solution. Oui, je peux donner un indicateur. Après, voilà, évidemment, en fonction des contextes, ça va varier. Mais donc, on est sur une solution qui est en SaaS, c'est-à-dire que c'est un abonnement mensuel pour l'utilisation de la solution. Je dirais le prix plancher, l'abonnement démarre à 500 € par mois. Et on a des clients et des grandes structures qui sont jusqu'à plus de 10 000 € par mois. Donc, la fourchette va être très large. Mais pour répondre peut-être et donner voilà, ce point d'indication, l'abonnement démarre à 500 € par mois. C'était une question de Denis Laurent, excusez-moi. J'ai une autre question. Je suis une petite OF. Dois-je avoir un site internet pour être Calliope? Donc, c'est une question de Corinne et c'est pour François. Alors, en fait, on n'exige pas, Calliope n'exige pas que vous ayez un site internet, mais Calliope exige que votre offre soit communiquée. Voilà. Donc, vous devez démontrer que vous communiquez, que tout stagiaire qui rechercherait votre formation vous cherche. Et si vous cherchez, vous trouverez. Donc, alors après, vous pouvez en déduire que la solution la plus simple, et la moins coûteuse, c'est d'avoir une page internet. Mais c'est vous qui décidez de la manière dont vous allez répondre et vous mettre en conformité avec cet indicateur. Ouais, donc le site internet est un des moyens, dans le premier critère, je crois que c'est ça. Ça C'est un peut des être une moyens page de Facebook, communiquer. voilà, une page Facebook ou une page LinkedIn font partie des bonnes idées qui permettent de répondre à cette exigence dans un tout ordre d'idée, pas forcément pour Calliope. On peut se poser la question aujourd'hui, quand on est un organisme de formation à taille humaine, entre le fait d'avoir un site, quand je vois les budgets que certains investissent sur Internet, on peut se poser la question de la pertinence de cet investissement, sachant que le site Internet, c'est un engrenage, c'est-à-dire que vous faites un site, donc vous mettez minimum c'est 2 000–2 500 €. Après, vous dites, bon ben voilà, il faut que j'ai des visites sur mon site, vous regardez, puis là vous avez personne, donc il faut payer du référencement. Donc c'est un engrenage qui va comment dire, participer au développement de votre organisme si vous savez gérer l'engrenage, et qui sinon va être un centre de coûts et vous amener dans l'impasse si vous ne savez pas le gérer, ou si votre marché n'est pas suffisamment porteur, ou si vous ne trouvez pas votre marché. Mais là, ça fait partie des questions relatives au développement d'une activité de formation quand on est consultant formateur entrepreneur. Et là-dessus, donc il y a une investigation à mener. C'est une recherche permanente que vous devez mener jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre. Et ce que je peux vous dire, c'est que le fait de dire, voilà, je vais faire un site internet, le site internet, c'est pas la première chose qu'on doit faire quand on crée un organisme de formation. C'est fini ça. Alors là, pour le coup, c'est plus complexe que ça, et on a beaucoup de nos clients, ils ont un site internet sur lequel il n'y a jamais personne. Ça se compte par dizaines le nombre de visites par mois. Mais c'est une page. Alors, ça leur permet le jour de l'audit de dire, tenez, voilà, toutes les informations sont là, mais personne ne va aller chercher là. LinkedIn me paraît plus porteur aujourd'hui. Voilà. Mais après, il faut avoir une stratégie. Toute seule à bord. Je me concentre sur. Et ben voilà, Madame Derriès, c'est la voie. Il faut se concentrer sur la qualité de la formation et la faire connaître à ses clients. C'est ça la voie. Et si vous faites ça, vous êtes sûr d'y arriver.
Alors, on va traiter une question de Steven Ronceau. Si un client étranger veut faire appel à moi, qui suis en France, est-ce que je dois être ISO 9001? Donc, c'est Alors, pour François, cette question. sauf si vous le demandez, vous avez plutôt intérêt à le faire et à ce moment-là, c'est comme ça que ça marche l'ISO 9001. Hein. C'est le donneur d'ordre dit est-ce que vous êtes ISO 9001? Réponse non, ah ben on vous prend pas. Donc à ce moment-là, vous mettez ISO 9001. C'est comme ça que l'ISO 9001, à partir des années 90, s'est développé dans les secteurs industriels et des services et ne s'est pas développé dans le secteur de la formation parce que il y a eu des tentatives de la part des organismes de formation qui sont soldées par des échecs parce que les démarches ont été menées en dépit du bon sens. Et en fait, les donneurs d'ordre n'ont jamais pensé à demander aux organismes de formation la certification ISO 9000. Voilà. Ce qui fait que il doit y avoir 200 organismes de formation qui sont certifiés en France, qui doivent être certifiés ISO 9000 aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas répandu. À l'international, ce qui est plus compliqué, c'est de faire comprendre qui vous êtes. C'est le positionnement qui est compliqué. Et le positionnement ne passe pas par la certification qualité. Le positionnement, c'est de faire comprendre dans la représentation de votre client ce que vous faites, ce que vous allez lui apporter, sachant que ça dépend des pays, mais chaque pays a sa vision de l'organisme de formation. Et donc, il faut voir si vous vous adaptez. Si je prends un exemple, au Japon, il y a 10 ans, les organismes de formation privés, ça n'existait pas. Un organisme de formation au Japon, c'est la filiale de formation d'un grand groupe. Ce qui, c'est très bien pour Antoine d'ailleurs, si jamais ils y vont, parce qu'ils ont une offre pour ça. Par contre, si eux, ça les ministère du Travail et ministère de l'Industrie au Japon, ça les gênait parce qu'ils voyaient bien que il y avait des phénomènes nouveaux qui apparaissaient, notamment il n'y a plus l'emploi à vie au Japon. Et des organismes de formation privés, c'est très pratique pour former des personnes qui sont entre deux entreprises, qui quittent leur entreprise. Et des organismes de formation d'entreprise, c'est très bien pour former des collaborateurs qui restent. Mais si les collaborateurs restent plus, ça bouleverse le modèle parce qu'on ne peut plus investir. C'est plus délicat d'investir dans la formation de ces collaborateurs s'ils vont partir. Et de ce fait, ils ont participé aux travaux normatifs et ils ont développé une offre de certification ISO 29290 qui leur permet de développer un secteur privé d'organismes de formation. Donc, si vous allez au Japon, avoir la certification ISO 29290 ou de la 21000 qui est son évolution, ça a du sens. Voilà. Ça va dépendre de ce que votre client attend en fait. Voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est comme Calliope, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, le jour où le client vous le demande, c'est trop tard pour ce client-là. C'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises en France, c'est le fonctionnement du numéro de déclaration d'activité. 90 000 organismes de formation ont le NDA, 50 000 l'utilisent pour obtenir des financements. Pourquoi? Parce qu'il faut l'avoir avant. Ça prend 1 ou 2 mois pour l'avoir et le jour où on vous le demande, c'est trop tard. Très bien. Il est 15h18. Nous allons devoir terminer cette présentation. Je vous envoie à tous les contacts ICPF et le contact d'Antoine Lorne pour toute autre question. Et vous remercie de votre présence. Merci Hortense, un grand merci François aussi pour cette collaboration toujours aussi agréable. Et puis merci à tous d'avoir suivi et participé à ce webinaire et à son succès à travers toutes les questions que vous avez posées. Donc merci à tous. Merci, merci d'abord pour vos commentaires élogieux, ça nous encourage. C'est clair que je dois être à mon 75e webinaire Calliope avec Hortense et Romain. Donc là, pour une fois, j'ai pas trop parlé de Calliope, même si j'ai vu qu'il y avait quand même des questions, ça me change. Donc vous avez vu, on s'est un peu lancé, on va s'améliorer sur ce type de webinaire qui devient important parce qu'il va bien falloir qu'on ait un sujet de conversation maintenant que vous êtes certifié Calliope. Et donc on va continuer et on réinvitera Antoine dans quelques mois pour
refaire ce webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu y assister, pour lequel nous allons avoir une pensée des malheureux qui n'ont pas assisté à ce webinaire. Voilà, bonne journée à tous et utilisez bien votre certification Calliope, pensez au digital et à bientôt. Bonne journée à tous, merci. Au revoir. Au revoir.